Il s'agissait de faire un film à sketch et non pas le long métrage que nous connaissons. Il devait être composé de 3 sketchs, le premier s'intitulant Croix en bois, croix en fer, le deuxième La communion et puis le troisième L'aigle. Et là aussi, il y a 2 versions de l'histoire. Brigitte Fossé raconte par exemple que chacun des sketchs devait être tourné par un réalisateur différent, tandis qu'il existe dans les archives de René Clément un projet de contrat qui laisse deviner que c'était lui qui devait tourner les 3 sketchs. Donc on ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. Ce qui est indiscutable, c'est qu'il a commencé, René Clément, à tourner le film sous la forme du sketch Croix en bois, croix en fer, qu'il a pratiquement achevé ce tournage et que Robert Dorfman s'est retrouvé au bord de la faillite ou même voire en faillite à ce moment-là, ce qui a permis par une sorte de coup de chance absolument miraculeux, paradoxalement, à René Clément de transformer le court-métrage en long-métrage. Parce qu'après la faillite et après avoir gagné au jeu à Monte-Carlo des sommes importantes qui lui ont permis de reprendre le travail, Robert Dorfman s'est retrouvé dans une situation où il était plus facile et plus intéressant pour lui, en fait, de transformer en long métrage le sketch, donc le moyen métrage déjà tourné, plutôt que de développer 2 autres projets pour compléter le long métrage. Oui, je me souviens que mes parents avaient été d'accord pour que je fasse le film parce que ce serait un court-métrage et que donc je ne raterais pas l'école et que ce serait pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été. Et puis, au bout de quelques mois, on reçoit un coup de fil à Tourcoing, comme quoi René Clément est très content du tournage. Jacques Tati, qui était un de ses meilleurs amis, lui a dit « Mais tu es fou, René, tu tiens un très beau long-métrage, il faut faire un long-métrage. » Et donc, il demande à ce qu'on continue. Et ma mère dit, c'est hors de question, Brigitte ne peut pas rater l'école. Il y a énormément de négociations, ça dure très longtemps. Et finalement, elle finit par dire, d'accord, mais alors à Pâques, c'est-à-dire 6 mois plus tard, pendant les vacances de Pâques. Alors on a tourné pendant les vacances de Pâques. Donc le tournage a repris avec un décalage de plusieurs mois. Et le film a été achevé dans des conditions, disons, relativement laborieuses, pas très simples, y compris parce qu'une bonne partie du tournage avait lieu en décor naturel et qu'il fallait ensuite faire des raccords en studio en reconstituant l'intérieur de la ferme. Mais il y avait aussi la complication supplémentaire des enfants qui, étant très jeunes et ayant presque une année de plus qu'au début du tournage, avaient changé physiquement. J'avais perdu une dent et j'avais grandi de 12 cm. Donc il a fallu refaire tous les costumes et puis mettre un appareil dentaire pour être raccord. C'est très drôle. Assassin. Dans lequel il avait été obligé de se couper les cheveux. Il avait vraiment beaucoup grandi aussi, donc on lui a mis des faux cheveux. On lui a fait un raccord de mèche au début du tournage. En fait, pour moi, ça faisait partie de la séance de maquillage. Je trouvais ça normal. J'étais déjà rodée. Bon, moi, j'allais déjà à l'école, je savais lire et écrire. J'étais très attentive et les directions d'acteurs qu'il me donnait, soit techniques, soit intérieures, j'étais preneuse parce que l'aventure me passionnait. Et puis, les 2-3 premiers jours, il m'avait emmenée au rush. Donc, j'avais vu ce que c'était que l'objet film. J'avais vu le résultat de son travail. Et j'étais tellement emballée par ce qu'il faisait que j'ai exulté pendant les rushs et j'ai dit « Ah, c'est formidable, c'est bien ça », en me tapant sur les cuisses. Et le lendemain, j'étais euphorique, impossible de me concentrer. Et il m'a dit « Brigitte, tu ne reviendras plus jamais au rush. C'est pas bien, tu ne te concentres pas. Tu dois continuer comme avant, comme tu ne les avais pas vus avant. » Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que je savais qu'on faisait un film et qu'il fallait suivre toutes les directives. Et un talent inouï pour la direction d'acteur. J'en ai reparlé après, plus tard, avec Daniel Gélin que je rencontrais après avoir tourné dans Le Grand Moon. Il me disait jamais je n'ai été dirigée comme par René Clément. Et il m'expliquait que juste avant certaines scènes, il venait lui parler à l'oreille et qu'il arrivait à le détruire intérieurement pour qu'il soit complètement bousillé et qu'il le faisait bien sûr avec l'accord
de l'acteur, mais c'était tout un art en fait. Et même Alain Delon, il s'en souvient encore de cette direction. Avec lui, on répétait beaucoup avant de se mettre à tourner. Avant les scènes importantes, il nous sollicitait de façon assez intime. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça aidait à la concentration, parce qu'on avait vraiment l'impression de détenir un secret tous les deux, ou lui et Georges Poujouli, et il fallait amener ce secret à la vie, le faire vivre. C'était passionnant, passionnant. Il était extrêmement dirigiste, ce qui était très bien, parce qu'on débutait, il y avait les 2 enfants, il y avait moi, j'avais pas fait beaucoup de cinéma non plus, tout dirigeait tout. On jouait comme il voulait. En fait, ça dépendait des scènes, parce qu'il y avait des scènes qui étaient limite comiques, et puis il y avait des scènes qui étaient dramatiques, et puis il y avait des scènes qui étaient tragiques. Et selon chaque scène, sa méthode variait. La veille, j'apprenais mon texte avec ma mère par cœur. Donc j'arrivais sachant mon texte, et lui rectifiait certaines choses, mais ce qui était bien, il laissait couler, il laissait aller. Je me souviens encore d'une des chemises de Georges qui avait, je crois, une petite reprise. Et je crois bien qu'il y en avait qui avaient des trous aux genoux aussi. Mais en ce qui me concernait, on avait fait faire une petite robe de Parisienne, évidemment, puisqu'on arrivait de Paris. Il y avait des longs moments où on préparait la lumière, donc on avait des longs moments de récréation sur le plateau. Tout était mesuré. Mais on était habitué à ça, donc on ne pouvait pas tout d'un coup s'en aller parce qu'on avait un sentiment, des choses comme ça. Non, tout se jouait au centimètre près. J'avais l'impression qu'il fallait absolument rester dans le champ, c'est-à-dire qu'il y avait un champ qui était défini pour la caméra, qu'il ne fallait pas en sortir, mais qu'à l'intérieur de ce champ, je pouvais évoluer librement. Sauf dans une scène, qui est une scène où je descends du grenier, mais il arrivait à tirer vraiment la quintessence, parce que moi je voyais mon partenaire dirigé par lui, de scène en scène, et je pouvais déjà analyser qu'il était de mieux en mieux. Je voyais bien, mais quelquefois je le trouvais très très bien, et il lui demandait encore mieux. C'est quand même... c'était un homme d'une précision, d'un perfectionnisme assez extraordinaire. Et puis il n'hésitait pas à faire retourner des scènes difficiles s'il n'était pas content pour le cadre ou s'il n'avait pas ressenti exactement ce qu'il avait rêvé. Par exemple, la scène de la fin. Comment le dire autrement que je contribuais à quelque chose qui était un travail collectif et que j'y avais ma part. Et ma mère insistait beaucoup sur le fait que c'était une équipe et que ce que j'avais à faire était ni plus ni moins important que ce que faisaient les autres. Et ça, c'était merveilleusement stimulant pour moi. Faire partie d'une équipe à 5 ans, vous vous rendez compte? C'est tellement mieux que de penser que tout tourne autour de moi. Ça veut dire, je fais partie d'une équipe, je suis avec les gens, on raconte une histoire, c'est magnifique. À tel point que ça m'amusait énormément. Même les scènes dramatiques, ça m'amusait. Mais dès que c'était fini, je redevenais une enfant normale, je jouais partout. Je me souviens que je jouais avec la sœur de Georges Poujouli, qui était sur le plateau, qui faisait ma doublure lumière pour que je puisse me reposer de temps en temps. Parce que les journées étaient très longues, hein, à l'époque. On tournait 12 heures, souvent. Et je me souviens d'ailleurs que certains soirs, ma mère allait voir René Clément et elle disait « Écoutez, voilà maintenant, je pense qu'il faut qu'elle aille se coucher, elle est fatiguée. » Et c'est moi qui disais « Mais pas du tout, je ne suis pas fatiguée, je peux continuer. » Parce que ça me passionnait en fait. Il est très aimé par le Festival de Cannes depuis la bataille du Rail qui avait remporté le Grand Prix. Et il aurait été normal que son dernier film, soit en compétition, comme pratiquement tous ses films précédents.
Or, le comité de sélection a refusé le film parce qu'il le trouvait monstrueusement choquant. Et la solution que René Clément a trouvée, ça a été de faire une projection de presse pendant le festival, qui lui a valu le Grand Prix indépendant de la critique, un prix qui n'existait pas auparavant et qui n'a plus jamais existé par la suite, mais qui a été créé tout simplement au profit de Jeux interdits cette année-là, parce que les critiques qui avaient vu le film le trouvaient vraiment fabuleux. Alors ensuite, le film a été accepté au Festival de Venise. À l'époque, ce n'était pas encore le festival, c'était la Biennale de Venise. Le film a été accepté, il y a remporté un très grand succès, au point de remporter aussi 2 prix, non seulement beaucoup d'éloges critiques, mais aussi 2 prix. Donc ce qui s'appelle aujourd'hui le Lion d'Or et ce qui s'appelait à l'époque le Lion de Saint-Marc, autrement dit le plus grand prix du festival, et le prix d'interprétation féminine accordé à Brigitte Fossé, ce qui était naturellement un cas sans précédent. Le Festival de Venise avec Jeux interdits, c'était formidable parce que j'ai découvert l'Italie, j'ai découvert les gondoles, j'ai découvert les Italiens qui étaient quand même très charmants, très joyeux. Et puis, il y avait sur la plage énormément d'enfants qui me demandaient des autographes. Et je trouvais ça très chaleureux. Et souvent, je m'échappais parce que les déjeuners duraient très longtemps, c'était très ennuyeux. Et je demandais la permission d'aller me balader sur la plage. Et il y avait, je sais pas, 40, 50 jeunes Italiens qui venaient me demander des autographes. Je trouvais ça charmant, je trouvais ça très agréable et très chaleureux. Pour finir, le film a eu un Oscar, l'Oscar du meilleur film étranger, qui était, peu de gens s'en souviennent aujourd'hui, le 2e Oscar de René Clément. À cette époque, René Clément était le seul cinéaste européen, et plus particulièrement français, à être lauréat de 2 Oscars. Il a eu son premier pour Au-delà des grilles, un film qui remonte à 1949, mais qui a été montré aux États-Unis en 1950. Et donc 2 ans plus tard seulement, il a eu son second Oscar, ce qui relevait vraiment de l'exploit. Ça a été la fin des quelques années relativement confortables du point de vue de la reconnaissance critique et puis de la résonance publique de la carrière de René Clément, parce que pour Monsieur Ripois, qui par exemple, qui est son film suivant et qui est un pur chef-d'œuvre, les choses allaient être beaucoup plus difficiles. Il allait avoir moins de prix et puis beaucoup moins de reconnaissance critique. Et puis par la suite, la suite de la carrière de René Clément, qui contient quand même des chefs-d'œuvre absolus comme Plein Soleil, comme Quelle joie de vivre et d'autres films absolument remarquables. Cette suite de sa carrière a été plus difficile, plus compliquée, plus chaoteuse, et donc entre autres parce que, en quelque sorte, René Clément a été considéré à partir de Jeux interdits comme vraiment un maître établi, et d'autant plus digne d'être attaqué par les gens un peu plus jeunes que lui, parce qu'il était justement un maître établi et le lauréat de 2 Oscars. Tous les metteurs en scène de la Nouvelle Vague, je m'en souviens, ont été inspirés par Plein Soleil, avec la liberté de cette caméra fluide. Je me souviens que j'ai retrouvé René Clément quand j'avais 15-16 ans. Il y avait un cinéma d'arrêt d'essai qui faisait un hommage à Renoir, je crois. Et nous étions tous les deux allés là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés par hasard. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup de chagrin parce que les gens de la Nouvelle Vague ne le respectaient pas, alors qu'il avait l'impression que il avait quand même contribué à faire qu'elle existe, la Nouvelle Vague.